bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi de conclure cette nuit blanche des chercheurs en vous proposant un voyage dans notre ventre et plus particulièrement dans notre tube digestif. C'est vrai que ce voyage n'est pas forcément le voyage de nos rêves, mais j'espère que dans ces quelques minutes que j'ai pour vous présenter cet organe, vous apprendrez à découvrir que finalement le tube digestif est un organe qui joue un rôle majeur pour notre santé, qui joue un rôle majeur dans notre bien-être, et surtout aussi que cet organe est de plus en plus reconnu comme étant au cœur de nos maladies, et en particulier des maladies de notre cerveau. De par sa fonction même, le tube digestif est aussi un organe qui est ouvert sur notre monde, sur notre environnement, et il vit, comme vous allez le voir, en symbiose avec cet environnement. Cet environnement va être capable de le programmer, de le faire fonctionner, de laisser une empreinte sur ce tube digestif qui va conduire au bon fonctionnement de notre organisme dans sa globalité. Et on peut commencer, ce voyage commence finalement un peu comme un voyage, non pas dans l'espace et dans les étoiles, mais il commence finalement par la bouche. Et là, on plonge finalement dans l'œsophage et on va atteindre les profondeurs du tube digestif. Et ce n'est pas un organe, comme vous allez le voir, qui apparaît sombre, sale, comme on le croit, mais c'est finalement un organe qui est merveilleux, qui respire. Et si vous faites attention, vous entendez ces respirations, ces bruits. Vous croyez plonger effectivement dans les romans de Jules Verne, dans 20 milieux sous les mers. Et ce que vous voyez ici, c'est effectivement ces cellules qui tapissent l'intestin, qui ressemblent étrangement à un monde marin. Et les gargouillements que vous entendez, ce sont finalement les gaz que vous avez au sein de votre ventre. Ce que vous voyez, c'est le mucus. Vous entendez ces bruits, donc c'est des bruits mystérieux, et donc finalement l'intestin, de prime abord, n'est pas si sale, si inintéressant qu'il peut paraître. Et je vais essayer de vous montrer que finalement, ça représente un organe qui est merveilleux. Et c'est aussi un organe qui finalement permet de remonter dans le temps et qui permet d'explorer des concepts évolutionnaires, parce que cet organe finalement est au centre de l'évolution, parce que ce qui est au centre de l'évolution, ça a été la capacité finalement de tous les organismes, qui est un besoin commun à tous les organismes, de se nourrir, d'absorber la nourriture, qui est le cœur de la fonction du tube digestif. Et un autre élément finalement qui est aussi au cœur de l'évolution, qui a permis aux espèces de s'adapter aux différents environnements qu'ils rencontrent, c'est un autre organe qui est étroitement lié, qui a étroitement coévolué avec le tube digestif, et c'est le cerveau. Et effectivement, l'intestin et le cerveau sont deux organes qui sont vraiment centraux dans cette évolution, qui sont centraux et qui ont coévolué dans un concept de recherche de la nourriture, parce que finalement, les éléments primitifs qui sont communs du cerveau, qui sont communs à toutes les espèces, ce sont des éléments qui sont associés à la recherche de la nourriture, par exemple comme les structures comme l'hippocampe, qui est une structure qu'on activait moins maintenant, mais autrefois, lorsqu'on cherchait la nourriture, il fallait savoir où elle se trouve. Donc il fallait se souvenir d'où se trouvait la nourriture. Il y a d'autres structures très simples qui sont très étroitement liées à cette recherche de nourriture et donc à la fonction de la digestion qui sont communes à toutes les espèces. Ce sont les structures de la peur, de l'anxiété, de l'amygdale, parce que lorsque vous partiez à la chasse, vous étiez des fois confronté à un prédateur et il fallait s'enfuir. Et donc finalement, ces deux organes ont coévolué de manière extrêmement étroite dans un but unique et principal qui est commun à toutes les espèces, des plus simples aux plus complexes, qui était de chercher la nourriture nécessaire finalement au développement, à la survie des organes. Et finalement, si on revient encore un peu plus sur lequel existait avant l'intestin ou le cerveau, un peu le jeu de l'œuf et de la poule, probablement l'intestin est le premier organisme qui a existé, parce que lorsqu'on regarde finalement d'un point de vue évolutionnaire dans ces organismes marins, vous vous rendez compte que l'hydre, comme l'anémone de mer, qui sont finalement des espèces qui existent depuis plus de 500 millions d'années, qui sont encore présentes, sont simplement constituées principalement d'un tube digestif qui n'est même pas structuré. Tous ces carrés jaunes représentent la surface digestive de ces organismes, qui sont principalement ces organismes composés d'un tube digestif et de quelques cellules musculaires qui assurent finalement la séparation, ces cellules externes, entre l'environnement extérieur et l'environnement intérieur de ces organismes.
lorsque ces organismes se sont complexifiés, que les systèmes de bilatéralisation, de symétrie se sont mis en place, c'est à ce moment-là que le tube digestif est devenu symétrique. Et ces organismes complexes, plus complexes mais malgré tout simples, comme les nématodes, eh bien, ils sont composés principalement d'un tube digestif qui assure la fonction d'absorption des nutriments. Et au cours de l'évolution, lorsque les organismes se sont grossis, d'autres organes sont apparus pour justement permettre la diffusion des nutriments qui n'arrivaient pas à diffuser parce que ces organismes grossissaient, que se sont mis en place le cœur, les vaisseaux et les poumons pour justement apporter ces nutriments qui étaient absorbés à l'ensemble des autres cellules. Donc finalement, la vie, toute la vie complexe s'est structurée autour de l'intestin et est restée finalement connectée. Tous les organes sont restés finalement connectés à ce tube digestif et on se rend compte de plus en plus que ce tube digestif va jouer un rôle central dans le fonctionnement de tous ces organes et être en interaction commune avec tous ces organes. Donc pour revenir un peu, ça représente une illustration de notre tube digestif. Vous connaissez toutes ces images. Donc vous avez un estomac, vous avez ici l'intestin grêle plus fin qui sert à absorber les nutriments et le côlon qui est l'organe, qui est plutôt un organe qui absorbe ce qui n'a pas été absorbé finalement et surtout qui contient un autre écosystème, un autre organe sur lequel je reviendrai après, qui est ce microbiote intestinal et lui fournit un peu finalement le gîte et le couvert. Et en termes de fonctionnement, la fonction de cet intestin, c'est effectivement de permettre au cours d'une vie d'absorber ces 50 tonnes de liquide, donc ce qui représente 5 millions de tasses de tisane, parce qu'il est tard le soir, donc je pense que c'est plus l'heure de boire des tisanes. Je n'ai pas le droit de parler de bière, donc je ne dirai rien. Et 30 tonnes d'aliments, ça représente à peu près 6 millions de carreaux de chocolat, mis bout à bout, ça fait 14 km, j'ai calculé ça avant. Donc c'est comme une quantité, et donc les nutriments, ils ne tombent pas simplement par gravité, on ne les mange pas et ils tombent et ils ressortent. Non, il y a des programmes extrêmement complexes, moteurs, qui permettent de transporter ces aliments vers des sites spécialisés, de les absorber et ensuite de les rejeter. Et donc, toutes ces fonctions sont dues finalement, parce que c'est aussi une soirée sur l'image, vous montrer à quoi ressemble cet intestin, donc avec des nouvelles techniques d'imagerie développées en particulier à travers le laboratoire, on est capable de pénétrer comme ça en profondeur à travers l'intestin. Et ce qu'on voit ici, ce sont les différents types de cellules qui constituent l'intestin. Et c'est cette diversité que vous voyez de cellules musculaires, de cellules épithéliales, sur lesquelles je reviendrai. Mais il y a aussi des cellules immunitaires. C'est quand même le deuxième organe qui contient le plus de cellules immunitaires après la rate. Et un autre système qu'on ne va pas voir, mais sur lequel je reviendrai, qui est ce deuxième cerveau qui est contenu là-dedans. Donc pour montrer un peu ces fonctions intestinales et pour montrer que ces fonctions sont extrêmement importantes, vous voyez ici l'exemple qu'on a pris lorsqu'on prend un intestin, on l'extrait du tube digestif et vous avez mis ici le bol alimentaire. Est-ce que vous voyez cette fonction qui a lieu dans chacun de nous tous les jours sans qu'on s'en rende compte, qui est finalement le transport du bol alimentaire, qui est un transport qui se fait, vous voyez, hors du corps humain, donc sans contrôle, totalement indépendant, probablement parce qu'il y a un système nerveux qui va contrôler ce transport et qui conduit au transport, à l'expulsion du bol alimentaire. Donc vous voyez ici progressivement l'intestin, le bol alimentaire qui va être expulsé. Pensez, si vous êtes constipé, écoutez Dire Straits, ça aide. C'est des fois plus efficace que les médicaments. Regardez donc là et pensez-y la prochaine fois aux toilettes. Mettez Dire Straits, ça vous aidera. Donc ça c'est une autre fonction qui est encore plus importante même, sur laquelle on va revenir, elle est réalisée par ces fonctions que vous voyez au centre du tube digestif, là où on avait pénétré finalement avec l'endoscope, là où on avait mis de la lumière. Ce sont des cellules épithéliales intestinales et ces cellules épithéliales intestinales, elles ont un rôle majeur, c'est un peu la peau qui couvre l'intestin. Il y a à peu près, lorsqu'on l'étend cette peau, l'intestin elle couvre à peu près 400 mètres carrés, c'est la surface de cette salle, de cet auditoire. C'est une peau qui se renouvelle de manière très rapide. On desquame finalement notre peau intestinale tous les 3 à 4 jours. Et ces images, elles sont très belles, on dirait presque un Van Gogh. Et elles montrent ici, si vous pouvez le voir, elles ont une résolution suffisante où vous pouvez voir ces cellules individuellement qui tapissent et qui sont exposées à un environnement divers, fait de nourriture, fait de bactéries. Et une des premières fonctions de l'intestin, c'est effectivement de permettre l'absorption des nutriments à travers ces cellules épithéliales, mais elle a aussi une fonction multiple de protection, de sécrétion de peptides antimicrobiens, de protection. Et les mécanismes qui sont mis en jeu de protection sont par exemple illustrés ici, où on soumet l'intestin à une molécule qui va activer la sécrétion, une molécule comme celle que vous sécrétez lorsque vous avez du stress. C'est bien ce que vous voyez, c'est la réponse de l'intestin, de ces cellules épithéliales seules, à une molécule qui active des voies du stress. Et vous voyez, vous avez une sécrétion
sécrétion de mucus, de diarrhée. Et c'est pour ça que ce qui se passe là sous vos yeux, c'est ce que vous avez lorsque vous avez, avant d'aller à un examen, parce qu'il y a encore un public jeune, eh bien, vous avez souvent besoin d'aller aux toilettes parce que justement, cet intestin répond à des signaux aussi nerveux. Alors, ces complexités de fonctions, elles doivent être réalisées sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on les contrôle, parce que sinon on passerait tout notre temps à digérer, à manger, et on n'aurait pas beaucoup évolué. Et donc c'est pour ça que la nature a délocalisé un véritable système nerveux au sein de ce tube digestif. Vous pouvez le voir ici, ces réseaux qui couvrent l'ensemble du tube digestif. Vous avez environ 200 millions de neurones, autant que le cerveau d'un petit animal de compagnie. Et à nouveau, avec des nouvelles techniques d'imagerie, on est capable de visualiser ce cerveau qui est organisé en ganglions. Vous voyez ces cellules nerveuses qui tapissent tout le tube digestif et qui permettent à ce tube digestif de fonctionner normalement. Un exemple, si vous êtes constipé et que vous n'avez pas Dire Straits à la maison, mettez pas Moser, mais il y a d'autres façons finalement d'activer ce système. C'est par exemple en donnant des médicaments qui sont finalement des activateurs de ce système nerveux. Et vous voyez ici, dans un tissu où le système nerveux n'a pas été activé, là vous donnez un agoniste qui active le système nerveux, vous accélérez le bol alimentaire. C'est pour ça que dans la prise en charge de nombreuses maladies digestives, on utilise finalement des outils qui sont identiques à ceux qu'on peut utiliser dans la prise en charge de pathologies du cerveau. À nouveau, d'un point de vue évolutionnaire, pour revenir très brièvement sur ce système nerveux, c'est probablement aussi au sein de ce tube digestif que ce système nerveux entérique est né. Et c'est probablement le système nerveux originel, parce que lorsque vous regardez ces hydres, leur organisation, vous avez au sein de ces hydres un système nerveux, ces cellules noires que vous voyez sur la droite, que vous voyez ici sur la droite, c'est effectivement ce réseau de neurones qui tapisse l'ensemble de l'hydre, qui est très semblable au tapis de réseau que je vous avais montré, qui était présent dans un intestin de vertébrés, en l'occurrence de souris. Alors, la similitude finalement de cet intestin, de ce système nerveux, qui est un peu le système nerveux originel avec le cerveau, elle est extrêmement grande parce que chez nous, chez les vertébrés, eh bien, l'origine de ce système nerveux est identique à celui du cerveau, c'est-à-dire que très tôt dans le développement embryonnaire, ce qui va devenir le cerveau est l'origine de ces cellules, et ces cellules vont se détacher, les cellules de la crâne neurale vont se détacher et vont migrer très précocement au cours du développement, au bout de la 7e semaine de la grossesse, et coloniser l'ensemble du tube digestif, et c'est ce que vous voyez ici, où ce réseau de neurones descend tout le long du tube digestif et le colonise. Ce qui en fait à nouveau, si on est dans ce concept de regarder qu'est-ce qui est le premier, c'est probablement le système nerveux qui est un des premiers systèmes nerveux de l'organisme qui mature. Pourquoi ? Parce que finalement, d'un point de vue très fonctionnel, le tube digestif à la naissance doit pouvoir fonctionner. Il ne peut fonctionner que si ce système est fonctionnel pour remplacer finalement le rôle de la mère et permettre finalement à l'organisme de se développer. Il y a tous les organes de se développer en fournissant finalement, en remplissant sa fonction nourricière pour permettre la croissance de cet organisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, les programmes qui mettent en place le fonctionnement de ce système nerveux dans l'intestin et dans le cerveau sont des programmes qui sont effectivement qui ont une empreinte génétique très, très importante, qui sont régulés par des programmes génétiques très, très précis et très, très programmés. Mais on sait de plus en plus aussi que l'environnement est un acteur central qui peut influencer le développement de ce système nerveux, en particulier dans ces fenêtres précoces de la vie, et en laissant une sorte d'empreinte. Et parmi ces facteurs environnementaux, comme le tube digestif, finalement, c'est l'organe de notre organisme qui est le plus ouvert vers cet environnement, c'est le réceptacle en particulier d'un tas de facteurs, dont le microbiote intestinal. On prend conscience de plus en plus de l'importance de ce microbiote intestinal sur la programmation du développement et du fonctionnement non seulement de l'intestin, mais aussi de notre cerveau. Et je vais vous expliquer en quelques exemples l'importance de ce microbiote pour le fonctionnement et les maladies de l'intestin et du cerveau. Alors vous savez tous que le microbiote intestinal, comme toutes les autres surfaces exposées à l'environnement pulmonaire, la peau, contiennent un grand nombre de cellules composant le microbiote, que ce soit des bactéries, des virus, des champignons, et que plus spécifiquement dans le tube digestif, on a environ 20% de plus de bactéries que de cellules qui composent l'ensemble de notre organisme.
vous avez environ entre 500 et 1000 espèces. En gros, vous êtes finalement 50% humain et 50% bactérien. Et chaque fois que vous allez finalement à la selle, si on en revient toujours à ça, vous redevenez à nouveau un tout petit peu plus humain parce que vous perdez une partie de vos bactéries. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et donc en termes de gènes, il y a 1 million de gènes bactériens et 23 000 gènes humains. Donc on a vraiment une cohabitation, une coexistence entre les gènes bactériens et les gènes humains qui ont coévolué ensemble, au point que certaines bactéries se sont intégrées dans nos cellules. Et les cellules qui produisent, par exemple, l'énergie, la mitochondrie, eh bien, c'est une ancienne bactérie qui a intégré nos cellules. Il y a une véritable symbiose qui s'est produite. Alors ce microbiote intestinal, eh bien, comment est-ce qu'il se développe ? Eh bien, on pense qu'à la naissance, même si c'est partiellement juste, l'enfant naît stérile, le tube digestif est stérile, il y a très peu d'espèces bactériennes qui sont contenues, et que c'est finalement au cours de la vie, et en particulier de l'enfance, au cours des 3 premières années, que se développe le tube digestif, que ce tube digestif est colonisé par le microbiote intestinal, qu'il se stabilise finalement progressivement au cours de l'adolescence. Quand on est adulte, eh bien, il est stable, et c'est que lorsqu'on commence à vieillir, qu'il y a une variation de la composition des espèces bactériennes qui se met en place. Et ce sur quoi il faut insister, c'est qu'effectivement, un des plus grands facteurs environnementaux qui définit la composition du microbiote intestinal, c'est notre alimentation, ce qu'on va manger. Que ce soit, en effet, ce que ça montre ici, c'est grave, c'est qu'en fonction du type de nourriture, que ce soit l'allaitement maternel, la composition du microbiote ne sera pas la même que si on a une formule infantile, et que finalement la diversification alimentaire qui a lieu est probablement l'événement qui est le plus impactant sur la composition du microbiote intestinal. Alors, quel est le rôle de ce microbiote intestinal ? Eh bien, ce n'est pas quelque chose de neuf. Là, ce que je vous raconte, finalement, ce n'est pas très innovant parce qu'il y a déjà eu ce débat il y a plus de 100 ans et en plus par 2 pasteuriens. D'une part, Louis Pasteur, que vous connaissez tous, qui pensait que le microbiote intestinal, c'était le vecteur de maladie qui a donné lieu à toutes les théories de pasteurisation, donc d'aseptie, finalement. Vivre dans un monde sans microbiote, c'était le monde idéal. Mais on se rend compte que probablement, ce n'est pas le cas. Et déjà à l'époque, il y avait un homme tout aussi qui avait tout aussi de pertinence scientifique, qui était Metchnikoff, qui, prix Nobel d'immunologie, qui à la fin de sa vie, finalement, cherchait les recettes de jouvence, comment faire pour vieillir le plus longtemps possible, et qui s'est rendu compte que un des éléments qui pourrait expliquer la longévité, c'était que certains peuplades, en particulier des steppes, mangeaient des produits fermentés. Donc que le produit fermenté, comme le kéfir, comme pour moi la choucroute, sont des produits qui étaient associés à la longévité, donc la fermentation, donc les bactéries. Donc finalement, il y avait ce dilemme entre des bonnes bactéries ou des mauvaises bactéries. Et je pense que le concept actuel, finalement, il réintègre un peu ces concepts anciens, qui est que finalement, la santé, pour faire très, très bref, elle est due à la diversité des espèces bactériennes, c'est-à-dire le plus la composition du microbiote est diverse en espèces, plus il sera résilient, et que finalement, les maladies sont dues non seulement au fait qu'on a des bactéries qui sont mauvaises qui apparaissent, mais il y a peut-être aussi parce qu'il y a moins de bactéries et surtout aussi parce que certaines bonnes bactéries ont disparu. Et donc on est finalement dans un système d'équilibre où l'état de santé est caractérisé par un équilibre entre les bonnes bactéries, les symbions, des bactéries dont les effets, les commensaux dont on ne connaît pas leur fonction, et les pathobions qui sont des maladies pathogènes. Et donc des facteurs environnementaux peuvent être capables d'induire un déséquilibre qui sont divers et conduire soit vers la maladie, soit vers la santé. Et ce qui est intéressant, c'est que ces bactéries, que ce microbiote est de plus en plus, l'importance de ce microbiote est de plus en plus mise en avant par le fait qu'il y a une augmentation de ces maladies chroniques qu'on observe ici au cours de ces 20 dernières années ou de ces 50 dernières années, qui ne peuvent pas être expliquées purement par des facteurs génétiques, mais aussi par des facteurs environnementaux et en particulier par une modification du microbiote qui pourrait contribuer ou être un acteur majeur, un driver majeur de cette augmentation de maladies chroniques, comme ça a été montré récemment, où finalement le pouvoir prédictif finalement du microbiote est supérieur à prédire une maladie, est supérieur à celui de nos propres gènes, suggérant qu'effectivement beaucoup de ces maladies sont des maladies environnementales qui, par définition même, en enlevant ces facteurs environnementaux qui déclenchent ces maladies, pourraient être prévenus, prévisibles, enfin empêchés.
Et ce concept finalement d'altération de cette biodiversité microbienne, elle s'étend non seulement à ce qu'on vit nous dans notre microbiote intestinal, mais c'est un concept beaucoup plus large qui s'étend à tous nos écosystèmes environnementaux où finalement la fragilité de notre santé, elle est associée aussi à la fragilité de l'environnement dans lequel on vit, où on perd notre diversité, ce qui est probablement un des enjeux majeurs futurs auxquels on est confronté, qui est de rétablir cette diversité, parce qu'elle est à la base de la fragilité de nos espèces et de survie. Et donc ce concept d'écosystème, il est aussi mis en place dans la prise en charge thérapeutique de ces maladies, où finalement, on peut l'illustrer avec ce concept un peu champêtre, où la santé peut être représentée comme par cet environnement, cette prairie diverse, multiple, qui contient tout un tas de graines, qu'un facteur environnemental qui est la cause de la maladie, par exemple un traitement d'antibiotiques trop prolongé, va détruire cette prairie et que finalement, il va en germer finalement certaines espèces plus résistantes, mais on aura perdu cette diversité qui sera la cause de certains troubles, de certains symptômes physiopathologiques qu'on peut observer, par exemple, associés à cette dysbiose qu'on appelle, c'est cette perte de diversité bactérienne. Et donc, finalement, les concepts qu'on développe en médecine reviennent un peu à développer des concepts de jardinier, de savoir comment est-ce qu'on pourrait rétablir cette diversité initialement. Et pour ça, on a 3 outils, finalement. D'une part, ce qu'on appelle les probiotiques, c'est-à-dire de remplacer, de semer dans ce jardin-là les bactéries, les plantes, les herbes qui manquaient. Donc c'est un peu ce que vous entendez les probiotiques. Les prébiotiques, c'est donner finalement les engrais nécessaires pour rétablir, pour faire germer les souches qui étaient là mais qui ne sont pas pu se développer parce qu'il y a des espèces dominantes qui ont pris le dessus. Et enfin, l'autre solution, c'est finalement de faire ce qu'on fait de plus en plus dans certaines indications. C'est ce que fait le paysan, c'est-à-dire il va dans le champ de son voisin, il pique l'herbe verte et il la remplace. Donc c'est la transplantation fécale, c'est-à-dire de transplanter un microbiote finalement normal chez un individu qui n'est pas sain. Et donc finalement, comment ce microbiote, voilà, pour revenir un peu à des exemples très, très concrets, très rapidement, comment ce microbiote intestinal peut influencer le fonctionnement de notre intestin? Et bien tout ça, c'est principalement développé dans des modèles animaux ou finalement des modèles bulles, des souris bulles qui n'ont pas de microbiote. Et on se rend compte que par exemple l'intestin de souris bulles qui sans microbiote, eh bien, il se développe moins bien qu'un intestin sain. Donc c'est un élément, la vie, elle est plus simple lorsqu'il y a un microbiote, elle est plus facile à se développer lorsque le microbiote est présent. Et concernant le système nerveux, vous voyez aussi, par exemple, que lorsqu'un microbiote est absent, eh bien, il y a moins de neurones qui se développent dans ce système nerveux entérique. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on restaure ce microbiote dans des phases précoces de la vie, on est capable de restaurer, donc tout est réversible, mais ce uniquement dans les phases précoces de la vie. Qu'est-ce qu'il en est du cerveau? Eh bien, par exemple, sur le comportement de l'anxiété, on utilise des modèles de labyrinthe en croix pour étudier l'anxiété d'un animal, parce que l'animal, la souris, elle préfère rester cachée dans la partie non exposée que de se balader là. Et effectivement, lorsque vous cliquez là sur l'animation, vous pouvez voir 2 types d'animaux. Une souris normale, ici à gauche, qui reste principalement passer beaucoup de temps dans ce bras fermé que vous avez ici, alors que lorsque vous donnez ici une bactérie, une seule souche de bactéries à des grandes quantités, vous voyez que la souris devient plus exploratoire, elle est moins anxieuse, moins dépressive. Donc on est capable comme ça de moduler le fonctionnement du cerveau normal. Et dans la dernière partie de la présentation, c'est de vous montrer comment finalement ce microbiote pourrait aussi jouer un rôle, ou l'intestin jouer un rôle dans les maladies du cerveau, en prenant l'exemple de la maladie de Parkinson, ce qu'on connaît le mieux, là le concept est le plus fort. Vous savez que la maladie de Parkinson, c'est une maladie motrice, où on a des tremblements qui sont dus à des lésions dans une zone particulière du cerveau qui est la substance noire, et que finalement le marqueur de cette maladie, c'est la présence d'agrégats d'alpha-synucléine, et vous gardez la synucléine, j'y reviendrai après. Ce qui est intéressant, c'est que le tube digestif est aussi atteint dans la maladie de Parkinson. Déjà, M. Parkinson, en 1817, s'était rendu compte que les patients qui avaient la maladie de Parkinson souffraient de troubles digestifs majeurs, qui souvent précédaient l'apparition des symptômes moteurs. Et de manière intéressante, ce qui a été montré en particulier dans le laboratoire de l'unité avec Pascal Derkinaren, c'était qu'au sein de ce système nerveux entérique, on voyait les mêmes marqueurs d'agrégation que dans le cerveau, ce qui faisait une sorte de tube digestif, une fenêtre ouverte sur le cerveau dans la maladie pour essayer de détecter éventuellement précocement la maladie. Et c'est aussi à la base de ces observations que la maladie, qu'a été émise l'hypothèse par un anatomopathologiste allemand, le docteur Brack, que la maladie pourrait débuter dans l'intestin et se propager vers le cerveau. Alors comment? Très rapidement, on sait que l'alpha-synucléine, c'est une molécule qui participe à la connectivité neuronale, vous pouvez voir ici en rouge, et que dans certaines conditions, comme des stress, comme une inflammation,
eh bien, la protéine peut changer de conformation, un peu comme dans le modèle de la maladie de la vache folle, le prion, une protéine normale change de conformation qui devient pathologique, et cette protéine altérée va induire une mort neuronale. Et des études très récentes, il y a 6 mois, ont montré qu'effectivement, lorsqu'on injecte cette protéine pathologique dans l'intestin chez les animaux, elle est capable de se propager vers le cerveau et induire des lésions de la maladie, des tremblements, semblables à ce qu'on observe chez les patients. Et lorsqu'on coupe le nerf vague, le lien entre l'intestin et le cerveau, eh bien, on prévient. Alors, la question est de savoir, est-ce que finalement le stress, le microbiote pourrait être un de ces stresseurs? Est-ce que finalement la maladie de Parkinson serait-elle une maladie infectieuse? Eh bien, il y a des données qui montrent, à nouveau, si on est dans ces écosystèmes et ces similitudes, c'est que les bactéries, un groupe de bactéries d'E. coli, est capable de produire des peptides amyloïdes pour se protéger de ses congénères. Et l'idée a été de savoir, est-ce que finalement ces peptides produites par la bactérie pourraient diffuser à travers la paroi intestinale et induire dans l'intestin des lésions comme ça qui pourraient se propager. Et donc, en gros, ce sont ces expériences en cours qui montrent que, finalement, en injectant ces bactéries à un animal, on était capable d'induire les lésions, ces protéines curly, dans l'intestin et aussi dans le cerveau, sans qu'on sache vraiment à ce stade-là si ça propage. Donc, pour conclure, l'ensemble de cette présentation, c'est que finalement, de plus en plus, l'intestin apparaît comme un organe central dans la santé de tous les organes, et en particulier dans la santé du cerveau, et de plus en plus, des approches visant à traiter les maladies du cerveau, les maladies comportementales en ciblant l'intestin gagnent en importance. Et enfin, le concept général de cette présentation, c'est que finalement, on est non seulement humain, on est nos gènes, mais de plus en plus, ce qui est reconnu, c'est qu'on est aussi à l'image de notre environnement, qu'on revient à des anciens concepts un peu d'Hippocrate, où finalement, qui disait que l'aliment soit au médicament, et surtout, on est aussi à l'image de notre environnement. Et ce qui est aussi intéressant de plus en plus, c'est qu'on transmet cet environnement à nos enfants, et il est nécessaire de le préserver pour nous maintenir en bonne santé. Voilà, je vous remercie de votre attention et je tenais aussi à remercier l'ensemble de l'unité et des partenaires dont le LS2N. Merci à vous. Merci Michel Neulis. Venez, rapprochez-vous. Est-ce que vous avez des questions à poser à Michel après cette brillante conférence? Ça vous a intrigué, je suis sûre. Non, aucune question? Ah oui, là-bas. Bonsoir et merci pour cette présentation qui était très intéressante. On parle beaucoup aujourd'hui autour du cerveau de la neuroplasticité, et puis vous avez évoqué à travers notamment le fait de consommer des aliments fermentés, une sorte de peut-être d'entraînement qu'on pourrait apporter à notre système digestif. Et je ne peux pas m'empêcher, en vous écoutant, de penser à l'allégation 5 fruits et légumes par jour, alors qu'on sait aujourd'hui que les fruits et légumes vont nous apporter des nutriments et peut-être contribuer à ce bon fonctionnement lorsqu'ils sont associés à d'autres aliments comme les légumineuses. Qu'est-ce que vous pensez du coup de cette recommandation ? Je pourrais dire déjà, je ne suis pas nutritionniste, donc c'est pour me défausser. Le concept d'utiliser l'alimentation comme un agent qui permet d'améliorer le fonctionnement du cerveau, de notre santé, effectivement, c'est un concept qui est de plus en plus reconnu, de plus en plus important. Et à nouveau, c'est un peu comme dans tout, l'alimentation saine, c'est une alimentation qui est diverse, c'est une alimentation qui est diverse, parce que s'il y a des régimes, eh bien, il y a des carences qui se mettent en place. Donc je pense que ce concept d'utiliser l'aliment comme un vecteur de notre santé est effectivement un concept important. Donc on retrouve aussi cette diversité. Par exemple, manger une pomme, pourquoi c'est important? On a déjà beaucoup d'éléments nutritionnels complexes dans les fruits tels qu'ils sont. Par exemple, vous prenez juste une pomme, vous avez la peau de la pomme qui est le substrat fermentateur pour les bactéries à produire, par exemple, la pectine, des molécules qui vont réguler l'absorption d'autres éléments qui sont contenus dans la pomme, comme par exemple les sucres. Donc on a une vraie diversité, un vrai potentiel en mangeant des fruits à condition avec de la peau, à condition qu'ils soient bio, qu'il n'y ait pas de pesticides. Donc je pense que l'alimentation, c'est effectivement un substrat essentiel de notre santé.
Mais l'associer à des légumineuses ou pas, enfin là, c'est trop précis. Je pense qu'il faut la diversité. Voilà, je ne vais pas donner des recommandations alimentaires. D'autres questions? Là, voilà. Merci. Bonsoir. Moi, j'ai une question par rapport à quelque chose que vous avez un peu évoqué, mais succinctement. Est-ce qu'il existe dans la recherche aujourd'hui... Désolée, j'ai un peu du mal à parler dans un micro. Est-ce qu'il existe dans la recherche aujourd'hui des études qui porteraient sur précisément les liens qu'il y aurait entre le développement des systèmes, des réseaux de neurones dans l'intestin et notamment les développements des troubles envahissants du développement, par exemple, ou encore les MIS-C ou les maladies digestives génétiques? Ouais, enfin, c'est une question très intéressante et en même temps elle est très, très large. Donc, entre les MICI, les maladies développementales et les maladies génétiques, il y a effectivement un grand spectre de pathologies. Donc si on se focalise juste, par exemple, sur les maladies, si on prend un exemple, le lien entre système nerveux et MICI, par exemple, pour rester déjà focalisé, effectivement, il y a de plus en plus de données qui montrent que ce système nerveux, non seulement il régule les fonctions motrices, il régule les fonctions d'absorption, comme j'ai montré, mais aussi qu'il régule les fonctions immunomodulatrices. Il est situé à proximité du système immunitaire et il peut interagir avec le système immunitaire au point que certaines applications thérapeutiques nouvelles, innovantes, qui sont plus holistiques, finalement, dans les MICI, consistent à activer ce système nerveux entérique, qui est un régulateur de l'homéostasie, pour restaurer la fonction de l'organe dans sa globalité, parce qu'un des objectifs thérapeutiques, finalement aussi, c'est de restaurer la fonction de l'organe. Et on ne le fera pas avec une seule molécule, mais on le fera en essayant de restaurer un système nerveux dont la fonction, justement, par essence même, est de maintenir l'homéostasie de ces organes et de les faire fonctionner correctement. Donc clairement, en prenant l'exemple des MICI, on pourra développer peut-être ultérieurement d'autres exemples si vous le souhaitez.